MKG Insights. Après la crise, comment se porte le secteur hôtelier? Présenté par Adrien Lanotte, Senior Analyst, MKG Consulting. Alors, rebonjour à tous, un plaisir de vous retrouver cet après-midi. Alors, donc on s'est parlé ce matin de quelles sont nos perspectives à court et moyen terme. Ce que je vous invite à faire et ce qu'on va faire ensemble cet après-midi, c'est on va se projeter un petit peu plus loin et se demander, penser à plus long terme, c'est quoi nos leviers de croissance future? Alors, il y a trois grands piliers à cette croissance future. Je vais pas parler aujourd'hui de la digitalisation, qui est un des grands piliers de création de valeur. On l'a évoqué ce matin, et puis on en a beaucoup parlé tout au long de l'année. N'hésitez pas à aller regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vais vous parler cet après-midi plus spécifiquement de deux axes, le développement et les mutations stratégiques. C'est là qu'on peut aujourd'hui trouver des gisements de valeur. Pourquoi? Si on reprend, donc on l'a vu ce matin, on est dans un contexte global où on a eu des turbulences de court terme, mais des perspectives de reprise de la demande. C'est aussi, on l'a vu, quelque chose où ça s'est d'ores et déjà, cette perspective de regain, s'est d'ores et déjà matérialisé sur les marchés financiers. Si on regarde l'évolution de la valeur totale des 12 premiers groupes hôteliers mondiaux, vous voyez sur ce graphique, en fait, par rapport au 1er janvier 2020, on a eu un creux, évidemment, à la fin du premier trimestre 2020, on était quasiment descendu à moins 38, moins 40% en valeur boursière. Mais dès le début 2021, on est revenu au niveau de valorisation économique et financière, donc par les marchés, d'avant Covid. Donc ils ont ce qu'on appelle voilà, un peu front-loadé, anticipé cette reprise de l'activité qui se matérialise. Alors évidemment, c'est à mettre en parallèle d'une dynamique mondiale de reprise de l'économie et des marchés financiers. On reste très en deçà de ce que les indices plus globaux ont pu réaliser, mais on est quand même revenu dans des perspectives plus favorables si on se positionne du point de vue purement financier. Premier pilier de la création de valeur, c'est l'expansion des portefeuilles hôteliers. Pourquoi? On vous a mis sur le graphique que je vais vous présenter juste après, un total pour l'ensemble des groupes qui ont été cotés tout au long des 15 dernières années, donc on va remonter à avant la précédente crise financière jusqu'en 2006, y compris ceux d'ailleurs qui ont eu des fusions et acquisitions entre-temps comme Marriott et Starwood qui sont rassemblés pour vraiment être sur les mêmes périmètres. Ce que vous voyez, c'est la courbe en jaune, elle représente l'EBITDA qui avec, bien entendu, suit d'une part des évolutions conjoncturelles. Et après un pic en 2019, a quasiment été annihilé en 2020 et pour beaucoup, on a même eu des pertes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous voyez la courbe en rouge qui représente l'EBITDA par chambre. Alors évidemment, on se dit mince, pourquoi on a été flat pendant toute cette période? En réalité, vous avez eu à la fois une dynamique de développement très important et puis des gains financiers considérables qui ont été apportés par la stratégie dite asset light. On a cédé des murs et finalement, on s'est allégé. Et donc aujourd'hui, on est sur un modèle de plateforme de management dans beaucoup de ces opérateurs hôteliers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le levier numéro 1, structurel et indépendant des aléas conjoncturels, des risques, attentats, crise sanitaire, ce qu'on veut, c'est la croissance des chambres. Donc ça, c'est notre levier numéro 1. Si on se dit, OK, pour créer de la valeur, il faut que je développe. Où est-ce qu'on va aller regarder? On va faire un petit peu une logique en entonnoir. Quels sont les marchés? Quels sont aujourd'hui les marchés hôteliers les plus importants dans le monde? En premier, bien évidemment, États-Unis et Chine sont les deux qui représentent plus 5 millions de chambres. Mais vous voyez, ensemble, si on prenait tous les pays européens, on serait même probablement on est même encore un petit peu au-dessus. Donc on est un marché core également, mais vous avez tout un certain nombre d'opportunités à l'international. Si Pascal Lamy nous parlait à l'instant, et puis on a vu aussi ce matin avec Christophe Barrault, du sujet de la Chine. Pourquoi? La Chine, c'est évidemment le premier marché auquel on pense quand on se dit il faut faire de la croissance, du développement de l'offre. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a observé. Si on regarde sur les 10 années passées, en moyenne, la croissance, le parc hôtelier chinois, le nombre de chambres disponibles a augmenté en moyenne de 7% chaque année. La question, on a commencé à l'évoquer avec le volet géopolitique, c'est est-ce que nous, en tant qu'acteurs occidentaux ou européens, on sait en tirer parti? Vous voyez ici sur ce graphique, on a la part que représente la Chine dans le portefeuille des grands opérateurs mondiaux.
grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est plutôt aux alentours de 10%. Donc même si ça peut nous permettre d'aller chercher 0,7-1 point de taux de croissance chaque année, ça ne va pas être suffisant, d'autant qu'il y a tous les enjeux géopolitiques qu'on vient d'évoquer à l'instant. Donc la question qu'on s'est posée, c'est, on sait qu'on est un secteur ouvert et finalement l'hospitalité représente cette ouverture au monde, mais en réalité, si on regarde le parc hôtelier de ces différents marchés clés, les 3 marchés corps, les États-Unis, l'Europe, la Chine, qui gèrent quoi? Eh bien, vous voyez, l'Europe est conforme à finalement cette vision que nous présentait Pascal Lamy à l'instant, qui est qu'on est le marché plus ouvert, où vous avez 61% du parc hôtelier opéré par des Européens, des groupes européens, par de parcs de chaînes ici. Si on regarde la Chine, vous en avez les 3/4 en réalité qui sont aux mains des opérateurs domestiques, et malgré tout une petite présence des groupes européens et américains d'ores et déjà. Et finalement, le marché presque le plus inaccessible et le plus fermé, finalement, c'est le marché américain où 85% sont opérés par des opérateurs domestiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance à l'international, c'est bien, mais il ne faut pas uniquement s'appuyer sur ça, d'autant qu'on l'a vu, on a des tensions géopolitiques qui pressurisent un petit peu cette capacité à aller tirer de la croissance dans les autres blocs régionaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus occulter que hors de ces 3 marchés corps où on a les enjeux géopolitiques qu'on a pu évoquer, il y a tout un pan de l'économie mondiale qui est en plein développement. Et si on regarde, vous voyez sur cette carte représentée par couleur le taux de croissance annuel moyen, donc on parle bien d'une moyenne, on a resserré la focale, c'est depuis 2015 sur ces différents pays, vous voyez qu'en fait vous avez un nombre important de pays qui sont à des taux de croissance très importants. Et en réalité, quand on parle Chine, peut-être qu'il faut changer un peu notre logiciel et se dire, finalement, l'Asie-Pacifique hors Chine, c'est peut-être le premier marché aussi de développement demain. Et on voit ici très bien Inde, Indonésie, Cambodge, etc. Même Japon d'ailleurs, avec les JO, également pourtant marché développé, ressortir comme étant des leviers de croissance sur les dernières années. Et puis vous avez d'autres marchés, l'Afrique subsaharienne, vous voyez ressortir ici la Colombie et d'autres. En tout cas, un point, c'est se dire, on ne doit pas restreindre notre focale au marché corps. Pourquoi d'ailleurs? Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait quelques années maintenant, Vangelis avait eu l'occasion de le présenter, on avait tenté de corréler le parc hôtelier, le développement historique du parc hôtelier dans les différents pays mondiaux avec différentes variables macro. Est-ce que c'est lié à la population, à la taille du pays, à la richesse des habitants, plein de choses? Le facteur numéro 1 qui est ressorti, c'est le PIB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes sur des marchés qui ont des développements économiques forts, on peut penser au Vietnam, on peut penser plus proche de nous, l'Europe centrale et orientale, on peut s'appuyer sur des fondamentaux qui soutiennent à moyen terme le développement de leur parc hôtelier. On l'a vu, on a des logiques un petit peu régionales qui se dessinent et il ne faut surtout pas négliger les opportunités qu'il y a chez nous. En plus, l'Europe est vraiment un vrai gisement, enfin, il y a un vrai gisement d'opportunités en Europe. Ici, sur ce graphique, on vous a représenté, alors vous avez en rouge les chaînes et en bleu les indépendants, et à chaque fois en plus foncé ou plus clair, le budget économique d'un côté et le milieu haut de gamme de l'autre. En fait, si on regarde dans le détail de la structure du parc, on est sur un marché européen qui est loin d'être mature de manière homogène. On a des gros deltas et par conséquent des gisements potentiels à aller exploiter. L'un des plus connus qu'on développe, vous connaissez depuis pas mal d'années, c'est le volet en offre budget économique. Hormis les 2 marchés clés qui sont marchés leaders que sont la France et le Royaume-Uni, on a assez peu d'offres budget économique sur beaucoup d'autres pays européens, y compris d'ailleurs des marchés où on a une offre budget économique qui est vraiment développée, comme l'Allemagne par exemple, ou la Pologne, également aussi des opportunités sur d'autres marchés, type la Pologne. C'est aussi le cas si on regarde en milieu haut de gamme. Vous voyez ici les chaînes milieu haut de gamme représentent une part proportionnellement pas si importante par rapport à la fois à d'autres pays, par exemple l'Espagne, ou par rapport à la composante interne de leur marché, en termes d'hôtellerie milieu et haut de gamme. Donc là aussi, des opportunités à potentiellement explorer. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des opportunités qui sont entre blocs, au niveau de certains marchés émergents,
et dans des segments et dans des zones spécifiques au sein même de l'Europe. Un autre volet, c'est lorsqu'on parle de segments, il y a également des logiques de marque. Si on regarde ici, vous avez la croissance 2021-2020. Alors, c'est les toutes dernières. Évidemment, il y a un petit effet Covid, mais on va voir que le point en question n'est pas affecté. Si on regarde la croissance globale des groupes hôteliers dans le monde, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, eh bien, en réalité, vous avez des croissances qui ont varié entre 2 et 4% si on prend les plus grands groupes. Donc, on a des croissances qui ont varié entre 2 et 4% si on prend les plus grands groupes. Et en revanche, ce qu'on appelle les soft brands, c'est-à-dire les marques qui sont développées qui sont des marques récentes et développées pour aller chercher les nouveaux besoins des professionnels, des propriétaires hôteliers notamment. On voit qu'on a des croissances à 2 chiffres en Europe, donc 2021 versus 2020. Les soft brands, elles ont délivré pratiquement 18% de croissance du parc sur les groupes leaders. Donc ces nouvelles marques sont un levier de croissance en termes de développement. Un autre point, donc on a vu des opportunités entre pays, entre segments, entre marques. Au sein même d'un segment, on a placé sur ce graphique, en fait, on a étudié d'un côté, donc on a regardé quels étaient les niveaux de performance des hôtels en 2019, avant Covid. Avant Covid, on a segmenté entre ceux qui étaient vraiment, qui surperformaient leur competitive set, donc les top performers, et les low performers, ceux qui sont en revanche nettement en deçà de leur competitive set. Ce qu'on voit, c'est que sur plus d'une décennie, enfin sur le cycle passé, de 2007 à 2019, en moyenne, le taux de croissance annuel moyen du RevPAR de cet échantillon de top performers, il a été de quasiment 3 points supérieur, ça on parle dans une même zone, donc on est sur la province française, il a été de 3 points supérieur à celui des low performers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une divergence croissante au sein même d'un même segment entre les bons et les mauvais. Vous pouvez très bien avoir un corridor où la croissance moyenne de RevPAR, ça va être 3% sur le marché, et vous allez avoir des gens à 0 et des gens à 6. Donc plus de divergence, ça veut dire aussi de la création de valeur à travers le picking, la sélection des bons actifs, des bons produits immobiliers. Ce qui est marquant, c'est que c'est encore plus fort ces derniers mois. Si on regarde, alors 2020, c'est un peu à part parce que tout le monde a été touché énormément, y compris les très bons actifs, parce qu'il y avait des clientèles internationales diverses qui ont été affectées. Donc tout le monde à peu près dans les mêmes étiages. Mais par contre, ces top performers, ils ont été parmi les premiers à rouvrir, à enregistrer des performances beaucoup plus solides sur le début d'année. Donc, grand point à retenir sur le développement, on a des opportunités distinctes entre marchés, entre grands blocs, au niveau de certains pays émergents, on est passé rapidement sur lesquels, entre gammes et surtout même entre actifs, pour ceux d'entre vous qui font aussi la sélection au niveau local des projets. Alors, si on reprend un peu de hauteur et qu'on parle un peu financier, on peut voir aussi qu'il y a pas eu beaucoup de deals, de transactions majeures tout au long de la période Covid, mais là, ces dernières semaines, ça a rebougé un petit peu. L'un de ceux dont tout le monde a entendu parler, c'est la remontée au capital de Cascade, donc le véhicule de Bill Gates, chez Four Seasons. Ça le valorise à 9,3 milliards, on en reviendra dessus juste après. Un autre volet, ça a été le rachat de Hyatt par AM Resort. J'ai envie d'inclure dans cet ensemble quelque chose qui s'est passé il y a bien plus longtemps, puisque c'était pré-Covid, mais c'est le rachat de NH par Minor. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit un intérêt accru pour, stratégiquement, des acteurs qui font des deals, du M&A, etc., pour le haut de gamme d'une part, mais aussi pour le profil un petit peu plus resort. Si on regarde par exemple ce que la transaction, le rachat de Apple Leisure Group, c'est la maison mère, et M Resort, c'est l'opérateur, a apporté à Hyatt. Hyatt, avant ce rachat, c'était 5000 chambres au Mexique et en zone Caraïbe, 1000 en Espagne et un peu moins de 500 en Grèce. Ça représentait 5% de son portefeuille global. Si on regarde ce que représentait AM Resort, vous aviez 12 000 chambres au Mexique, 8 500 en Caraïbes, 10 000 environ en Espagne, un petit peu moins de 1000 en Grèce. Donc cette fusion, elle permet à Hyatt de multiplier par 3 son exposition à ces 4 marchés clés resort, Mexique, Caraïbes, Espagne et Grèce.
Donc ça, c'est un enseignement important, et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du resort du côté de l'intérêt des investisseurs. Alors ça nous a amené à nous poser une question, tiens, c'est quoi le ranking des opérateurs qui sont avec ce profil resort? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a segmenté dans notre classement mondial des groupes hôteliers que vous connaissez tous, et on a gardé que les groupes dont plus d'un quart du parc, plus de 25%, et dans des pays ou des destinations à profil resort. Donc la Grèce, la Croatie, la République dominicaine, la Floride, Courchevel, etc. Donc tout ça, ça nous a permis en fait de vous présenter là ici pour la première fois ce classement des opérateurs resort. Ce qui est intéressant à voir, donc ça c'est un top 20. Donc on voit TUI, Melia, Minor, Barcelo, Kézar, Shangri-La, MGM, Pierre et Vacances, Walt Disney, etc. Donc ça c'est pour le, vous voyez en bâton, c'est l'offre de chambre. Ça varie entre 20 et 120 000 pour ces grands acteurs. Si on regarde leur valorisation boursière, vous avez 3 géants américains, Caesars, MGM et bien entendu Walt Disney, qui est complètement dans une autre catégorie parce que c'est dans un micro-side de leur business que vous connaissez tous. Mais vous avez 2 géants américains, Caesars et MGM, qui sont à des étiages, même des valos supérieurs du fait de leur activité casino, à celle de beaucoup de groupes hôteliers. Vous avez aussi pas mal d'acteurs intermédiaires, notamment TUI, Minor, le Thaïlandais qui est entré au top 20 mondial l'an dernier, et puis Four Seasons, on en a parlé. Et puis vous avez un certain nombre d'acteurs de plus petite taille, Shangri-La, Pierre et Vacances, qu'on connaît bien ici, AM Resorts, qu'on a vu être l'objet de transactions, Posadas au Mexique encore, et puis tout un certain nombre d'acteurs non listés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les 3 transactions qu'on vous a présentées, elles ont concerné des acteurs de ce classement du top 20 des resorts. Donc, ça montre bien l'intérêt accru qu'il y a pour stratégique, on va dire, pour ce profil de groupe et de destination, on va dire. Donc, si on se place d'un point de vue développement, c'est quoi nos impacts stratégiques? Bien, finalement, si on voit le monde sous un angle de à la fois son développement économique et social, et puis cette vision qui est d'un univers où les clientèles loisirs sont les moteurs de la reprise, etc. Vous avez 4 grands marchés, enfin 4 stratégies pays. Vous avez les marchés core, comme les US, la France, le Royaume-Uni, etc., qui sont ceux où l'hôtellerie est historiquement la plus développée. C'est là où on va aller chercher de la croissance par des nouvelles marques, ces fameuses soft brands, par des nouvelles approches, par aller attaquer des nouveaux segments. Et par du renouvellement de produits aussi, parce que comme on l'a vu, il y a des vraies divergences entre les bons et les mauvais produits aujourd'hui. Vous avez les places fortes du resort. C'est là où le taux de pénétration des chaînes, qui est l'axe en fait, horizontal, et l'importance est important, et le poids du tourisme dans le PIB, qui est l'axe vertical, est le plus élevé. Donc ça, c'est des zones privilégiées pour des opérations stratégiques, que ce soit acquisition, que ce soit des diversifications des acteurs qui y étaient présents vers de nouvelles destinations. Vous avez les marchés de croissance en resort, c'est les marchés white space, là où il y a de la croissance forte et rapide à aller chercher, et c'est ce qu'on est en train de voir pas mal au niveau du développement. On pourrait citer la Grèce, la Thaïlande, même l'Italie dans une certaine mesure où vous aviez peu d'offres de chaîne, pareil, et le Mexique, bien sûr, on en a parlé. Et enfin, le 4e angle stratégique, c'est la stratégie de convergence. On l'a vu, les croissances de PIB et les parcs hôteliers sont extrêmement corrélés. On a la possibilité de surfer sur la vague à plus ou moins long terme en allant chercher du développement sur ces marchés. Donc ça, c'est sur la logique globale. Ça s'applique de la même façon à l'échelle régionale, où ce qu'on voit, c'est que l'épisode Covid, la séquence Covid, avec cette importance accrue des clientèles domestiques, des clientèles loisirs, des individuels, ça change un petit peu la lecture en termes de stratégie de développement. On se dit finalement le resort, les destinations secondaires, pourquoi pas peut-être. Et vous avez sur cette carte, ce qui est représenté, c'est l'écart entre l'activité hôtelière pré-Covid pendant l'été et pendant le reste de l'année. Et vous voyez par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne où Berlin, par exemple, va avoir beaucoup plus d'activités loisirs que Munich, Francfort, Düsseldorf. Et en fait, ça crée des rééquilibrages entre destinations, Madrid versus Barcelone, et puis entre régions, bien entendu. Donc ça change un petit peu la perspective de développement des groupes. Quand on parle du resort, parce que j'en ai pas mal parlé, il faut voir qu'on ne parle pas du produit qu'on avait peut-être historiquement, même si je sais que ce n'est pas trop le cas ici, mais en tête, avec des mégastructures, uniquement des mégastructures bétonnées. Le resort aujourd'hui, c'est des produits très divers.
C'est aussi bien effectivement des grosses infrastructures que du one and only ou des choses qui vont être extrêmement individualisées, exclusives. Ça peut être du familial, ça peut être du groupe, enfin plein de modèles coexistent et c'est de plus en plus intégré à la destination. Donc on a vraiment une mutation de ces modèles et de la façon dont c'est pensé. Si on regarde, on élargit un peu le scope, finalement, cette mutation-là, on est en train de la voir dans plein de classes d'actifs immobilières où on change d'approche vis-à-vis de l'expérience qui devient au cœur du système. Et c'est le cas dans l'immobilier de bureau, par exemple. Avant, vous aviez l'immobilier de bureau. Aujourd'hui, on parle beaucoup de coworking. Même chose sur le résidentiel avec le co-living qui émerge énormément. On va en reparler. Donc le coworking, qu'est-ce que c'est? C'est un levier de valeur pour nous dans les hôtels. On a pas mal évoqué le sujet, mais pour appuyer ça par de la donnée, il y a eu une étude faite sur une cinquantaine d'hôtels qui avaient implémenté avant Covid cette offre dans leurs espaces. Ça avait permis, donc dans leurs espaces MICE en général, ça avait tiré à une augmentation de 24% du GOP au mètre carré versus une opération classique. On a parlé du coworking, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Le co-living, c'est aussi une vraie opportunité. Ici, on a représenté sur cette carte, alors on est resté proche de nous cette fois-ci, en France. En France, aujourd'hui, en septembre 2020, vous avez 1200 logements de co-living disponibles. Vous voyez représenté sur cette carte où est-ce qu'ils se trouvent, avec évidemment Paris en tête avec plus de 4000, mais des pôles forts comme Marseille, comme Bordeaux, Toulouse, etc., les villes étudiantes, bien entendu. Si on se positionne à plus long terme et qu'on pense stratégie, vous avez 37 millions de logements résidentiels en France aujourd'hui. Si vous avez ne serait-ce que 1% de cette demande qui évolue vers du co-living, ça veut dire un potentiel de 370 000 logements ou chambres à construire. À mettre en parallèle avec un parc hôtelier aujourd'hui de 685 milliers de chambres. Donc c'est vraiment un levier potentiel de croissance. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas, comme on l'a vu ce matin avec Vangelis, puisqu'on a eu l'émergence d'Airbnb au cours de la décennie écoulée qui a été encore plus massif en termes d'offres de produits dits alternatifs, ça n'a pas empêché d'arriver à des plus hauts en 2019. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir par exemple avec Ascot, opérateur d'Asie qui d'ores et déjà à Singapour a lancé LIF, son offre de co-living. Donc voilà, Singapour, typiquement une ville loyer cher, beaucoup d'internationaux, de mouvements, etc. Plus largement, un des leviers de création de valeur, c'est l'hôtel as a service hub. Ça veut dire proposer des nouveaux services. Donc on a parlé du coworking, du co-living, mais il y a toute une panoplie de très nombreux nouveaux services qui peuvent créer de la valeur. La livraison de colis, les services de gaming, même si vous êtes un hôtel budget, vous pouvez tout à fait, par exemple, mettre une aire de camping-car. Aujourd'hui, la demande a explosé. Vous avez des choses qu'on imagine plus, comme les cours de cuisine, les séances d'e-gaming. Voilà, il y a tout un univers de valeur ajoutée à aller créer en leverageant, en faisant levier sur nos espaces existants pour aller créer de nouvelles offres servicielles auprès des résidents, des travailleurs et de tout l'écosystème économique. C'est quelque chose qu'on a commencé à voir aussi finalement dans la stratégie des marques, où les marques, à travers leur positionnement, affirment aujourd'hui de plus en plus cette appartenance à une économie servicielle. True Hospitality chez AG, Augmented Hospitality chez Accor, c'est cette notion de on apporte plus, on veut délivrer du service et on se pense comme un écosystème de services. Il y a aussi des nouveaux modèles en termes d'investissement d'opérateurs. Il y a l'émergence du third party management qui est une vraie tendance de fond. Et puis on a des tendances qui sont seulement un petit peu émergentes, avec par exemple sur le volet CAPEX, des choses qui sont en train d'apparaître où au lieu de faire du CAPEX, on va louer par exemple son mobilier avec des contrats de service, de la maintenance, et au lieu de changer votre mobilier ou d'avoir de la technique chez vous en interne, dès qu'il y a quoi que ce soit, on intervient chez vous et donc ça leverage à travers une économie de ressources, de temps disponible. Vous avez un autre levier de création de valeur, plus financière cette fois, qui est sur le volet des plateformes de management. Il faut bien se rendre compte de ce que la crise Covid a engendré dans les groupes, je crois que vous l'avez tous plus ou moins vécu, à travers des baisses de staff, des coupes dans les staffs au niveau des sièges massives.
on parle de entre 10 et 35% de baisse des effectifs dans les quartiers, dans les headquarters, dans la plupart des grands groupes mondiaux. Donc ça veut dire que par chambre, c'est des évolutions qui sont encore plus significatives, qu'on a continué à délivrer de la croissance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les groupes opérateurs, aujourd'hui, ils créent de la valeur en ayant cette approche de plateforme. Plateforme, quand on dit plateforme, ça doit faire tilt, ça doit ring a bell, comme disent les Anglais. C'est une plateforme, c'est le modèle Airbnb, c'est le modèle des nouveaux acteurs. Et ça, c'est la façon dont on peut imaginer créer de la valeur demain. On a beaucoup évoqué le sujet tout au long de l'année, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais souvenez-vous, voilà, l'introduction en bourse d'Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb et Booking, c'est 100 milliards chacun. C'est autant que le top 10 mondial des groupes. Ça a été un levier de création de valeur considérable. Et ce qu'on voit, c'est qu'à travers toutes ces petites innovations de joint venture tech que lancent les groupes, il y a cet espoir d'aller créer de la valeur à terme de cette façon. S'il y a un message à retenir, c'est les éléments de croissance, enfin les moteurs de croissance sont plus clés que jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toute notre industrie. On est sur une logique de... vous avez des acteurs qui sont en dynamique, qui peuvent s'appuyer sur des fondamentaux de croissance. Et on retrouve ça, par exemple, dans l'univers des compagnies aériennes. Ça va être Wizz ou EasyJet, qui sont en plein essor, alors même qu'on est dans un contexte compliqué mondialement pour le voyage aérien, et qui ont réussi leur pivot. Et là où c'est plus difficile pour ceux qui étaient dépendants des clientèles internationales, encore non revenues. Donc, les leviers de croissance, vraiment comme moteur. Je vais passer très rapidement, on ne va pas développer le sujet trop parce que le temps est écoulé, mais en regardant un petit peu ce qui s'est passé au niveau des cash flows des grands groupes hôteliers l'année dernière, vous pourrez aller retrouver sur Hospitation un petit peu tout ce décryptage. Vraiment, vous avez eu différentes choses. D'une part, ce qu'on peut dire quand même et retenir, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs, notamment, vous voyez ceux de gauche, Hilton, Accor, IAG, Hyatt, qui avaient levé un peu des trésors de guerre. D'ailleurs, ça s'est traduit par création des premières SPAC il y a quelques jours. Donc il y a eu un trésor de guerre. On a levé pas mal d'argent sur le volet financement. On a investi ou désinvesti selon qu'on a fait des cessions ou autres. Mais surtout, et vous avez le cas plus particulièrement de Marriott que je vous invite à regarder, qui a en fait à tirer des cash flows de la valorisation de leur programme de fidélité et tout particulièrement de ce qu'ils ont mis en place avec les émetteurs de cartes de crédit. Les crédits de cartes américaines, ça génère beaucoup de valeur. Et donc, le fait d'avoir la maîtrise du client, de pouvoir onboarder les gens là-dessus, ça a créé énormément de valeur. Ça, c'est ce qu'on retrouve du coup et qui est en train d'être déployé dans un certain nombre d'acteurs. Donc, vous voyez, il y a vraiment des gisements de valeur à trouver dans des nouveaux actifs. Et ça, il ne faut pas être fermé. Parfois, la valeur, elle va venir de choses qu'on n'attendait pas. Si je vous avais dit qu'il y a un footballeur sud-américain qui rapporterait beaucoup d'argent à des premières fortunes mondiales nord-américaines à travers le fait qu'il rejoigne une ligue européenne, vous ne l'auriez pas forcément anticipé. De la même façon, gardez l'esprit ouvert et soyez attentifs aux opportunités. Voilà, merci à tous.